1941. Roosevelt déclare la guerre à l'Allemagne nazie, mais surtout au Japon qui a attaqué la base américaine de Pearl Harbor. Suite à l'opération Barbarossa, qui est l'invasion de l'URSS par le régime nazi, Staline déclara à son tour la guerre totale, une guerre d'anéantissement à l'encontre du régime nazi, dont son chef Hitler assure une victoire. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Elle se soldera par la chute du régime nazi en 1945, puis par le bombardement atomique d'Hiroshima. Le découpage du monde d'après-guerre se fait sur les bords de la Crimée en URSS, à Yalta. Les Russes vont alors tout faire pour posséder l'arme atomique. Ce sera fait en 1949. C'est le début de la destruction mutuelle assurée. Survint alors la guerre du Corée, entre la Corée communiste, celle du Nord, et la Corée du Sud. C'est le début du containment. Staline meurt l'année même, et, 3 ans plus tard, le pacte de Varsovie est signé entre les États communistes qui forment le bloc de l'Europe de l'Est. Un sous-marin est un bâtiment de guerre conçu pour naviguer de façon plongée et autonome sous l'eau, et pour combattre en plongée. On distingue les sous-marins classiques, à propulsion diesel électrique, les sous-marins nucléaires d'attaque, SNA, ils possèdent une propulsion nucléaire, mais pas l'arme atomique. Et les SNLE, ce sont les sous-marins que nous avons étudiés. À la différence des sous-marins classiques et des SNA, le SNLE possède l'arme nucléaire. L'avantage majeur du SNLE est sa propulsion nucléaire. Elle lui permet d'aller partout sur le globe, sans nécessité de ravitaillement, et surtout, sans faire de bruit. Il doit être invisible, et cela pendant 70 jours. S'il se fait repérer, il ne pourrait pas effectuer sa mission, c'est-à-dire déchaîner le feu nucléaire par des missiles intercontinentaux, ayant une portée des fois supérieure à 6000 km. La propulsion d'un SNLE se fait grâce à un réacteur nucléaire. Un réacteur de propulsion navale est une petite centrale électrique et mécanique, fonctionnant selon le principe des réacteurs à eau sous pression. Une turbine est actionnée par la vapeur générée grâce à l'énergie dégagée par la fission de son combustible nucléaire, l'uranium-235. Un neutron va entrer en collision avec un atome d'uranium qui va se scinder en 2 autres atomes lourds qui vont eux-mêmes produire des neutrons. Il va alors s'ensuivre une réaction en chaîne. Pour que la réaction ne s'emballe pas, des barres de carbone vont absorber des neutrons de façon à ce que la réaction soit contrôlée. C'est le cœur du SNLE et de la stratégie nucléaire post-1962, c'est-à-dire la crise de Cuba. En janvier 1959, Fidel Castro arrive au pouvoir à Cuba, lorsqu'il renverse la dictature pro-américaine existante. Il rallie son pays au Kremlin et reçoit des missiles balistiques SS-4 et SS-5 portant l'arme nucléaire de l'URSS. Leur portée leur permet d'atteindre depuis Cuba Washington. Les Américains réagissent et élèvent un blocus autour de Cuba pour empêcher l'arrivée de nouveaux missiles. 4 sous-marins portant l'arme nucléaire se dirigent vers Cuba. S'ensuit alors une course-poursuite entre l'US Navy et les électroboats soviétiques. Les Américains en trouveront 3 et les obligeront à faire surface. À partir de cette date, la propulsion nucléaire, permettant de rester en plongée pendant plusieurs mois, devient l'élément clé des sous-marins soviétiques. À la fin de la crise, Moscou décide de remplacer ses électroboats par des SNLE armés de missiles balistiques. Les sous-marins sont axés autour de 3 grands principes. Le principe d'Archimède, celui de Pascal et la mécanique des fluides. Il faut savoir différencier dans un sous-marin sa masse et son déplacement d'eau. Sa masse totale est égale à la somme de la masse du sous-marin à vide, plus le poids de l'eau contenue dans ses ballasts. Un sous-marin est sujet à 2 attractions, celle de l'attraction de la Terre sur le sous-marin et celle de la poussée d'Archimède. L'attraction de la Terre correspond à son poids, c'est-à-dire sa masse multipliée par la constante gravitationnelle, soit 9,81. La poussée d'Archimède correspond à la densité de l'eau multipliée par le volume d'eau déplacé par le sous-marin, multiplié par la constante gravitationnelle. Si ces 2 forces se compensent parfaitement, alors le sous-marin est stable. Si la poussée d'Archimède est supérieure à celle de l'attraction exercée par la Terre sur le sous-marin, alors le sous-marin va monter, sinon le sous-marin descendra. En surface, une partie du sous-marin est émergée. Son déplacement est donc moins important. Pour compenser, les ballasts vont être vidés. Pour descendre, le sous-marin n'aura qu'à remplir ses ballasts jusqu'à ce que son poids soit égal à la poussée d'Archimède qu'il subit. Une fois stable sous l'eau, le sous-marin peut descendre et monter avec ses barres de plongée. Il évolue dans l'eau grâce à son gouvernail en croix de Saint-André. Il peut aussi utiliser ses ballasts
pour faciliter ses manœuvres. S'il vide ses ballasts, alors il pourra monter plus vite, et au contraire, s'il remplit ses ballasts de façon à ce que son poids soit nettement supérieur à la poussée d'Archimède qu'il subit, alors il peut plonger plus vite. En cas d'avarie grave, un commandant peut immédiatement chasser toute l'eau des ballasts de sous-marin grâce à un puissant système d'air sous pression. Le sous-marin remontera alors d'un coup à la surface. La mécanique des fluides est l'étude des fluides considérés comme des milieux continus déformés. La mécanique des fluides est l'étude du comportement des objets dans un fluide. Nous allons démontrer que la capacité de pénétration dans l'eau d'un objet ne dépend pas que de son énergie cinétique, mais aussi de sa forme. Ainsi, une surface plane offrira plus d'opposition à l'eau qu'un cône, ou mieux, un objet de la forme d'une goutte d'eau, adopté par les sous-marins. Notre expérience consiste à faire chuter 2 bouteilles de même masse et forme dans l'eau, en les confrontant à l'eau d'un profil différent. La bouteille de droite a donc une forme plus adaptée pour évoluer dans l'eau que celle de gauche. En effet, elle présente une forme conique. La forme plate, celle de la bouteille de gauche, résiste plus à l'eau. La forme la plus adaptée pour les SNLE sera donc la goutte d'eau. Elle leur permet de mieux évoluer dans l'eau. La mécanique des fluides va donc permettre aux ingénieurs chargés de la construction d'un sous-marin de dessiner un sous-marin évoluant le mieux possible dans l'eau, mais il permettra aussi de dessiner des hélices plus performantes, plus silencieuses, et surtout permettant au SNLE d'atteindre des vitesses bien plus élevées. Le rôle du SNLE est-il seulement de lancer les torpilles et missiles nucléaires? Nous avons cherché ces zones d'influence dans le monde de 1960 à 1980 à travers des cartes et des référencements. Les Américains possèdent de nombreuses bases en Méditerranée, en particulier en Italie, en Turquie, au Portugal ou en Espagne. La mer Méditerranée est un grand enjeu de la guerre froide. Les Soviétiques ont également de nombreuses bases chez les pays alliés comme en Libye ou en Syrie. La mer Méditerranée est avec la mer de Barents l'un des 2 grands sites d'affrontement stratégiques. En effet, c'est dans la mer de Barents que transite la majeure partie de la flotte du Nord soviétique, la péninsule de Kola. Les Américains surveillent donc avec beaucoup d'attention cette région. La mer des Caraïbes est également un lieu stratégique de la guerre froide. Les SNL soviétiques y font de nombreuses patrouilles. De plus, Cuba est un pays allié à l'URSS, ce qui donne aux Soviétiques un avantage stratégique. L'océan Atlantique est un lieu de patrouille entre Américains et Soviétiques. Mais à partir des années 80, les patrouilles soviétiques se concentrent en mer Arctique, où elles ne peuvent pas être détectées par les Américains. Les Soviétiques ont donc un avantage stratégique. En effet, les Américains n'ont pas développé de technique leur permettant de détecter les sous-marins soviétiques sous la banquise. Les 2 Russes ont donc un avantage considérable sur ce point, ce qui inquiète grandement les États-Unis. En effet, la marine soviétique a lancé une nouvelle classe de sous-marins nucléaires, les Typhoon, pouvant briser la glace avec leur triple coque et lancer leurs missiles intercontinentaux en toute sécurité. Le sonar est l'oreille du sous-marin. Elle permet de détecter l'ennemi dans l'océan. On distingue 2 types de sonar, le sonar dit actif et le sonar dit passif. Le sonar actif émet une impulsion sonore et écoute son écho sur les obstacles qu'elle rencontre. La distance du sous-marin à l'ennemi est obtenue par la mesure du temps écoulé entre l'émission et la réception de l'écho. Pour détecter et déterminer la distance d'un sous-marin, un sonar va émettre une impulsion électromagnétique, va se diriger vers le sous-marin, puis va être réfléchi sur sa coque. Donc la distance entre le sonar et le sous-marin est donc égale au double du temps multiplié par la vitesse de l'onde. Si les sous-marins américains sont si désemparés sous la cale glaciaire, c'est que le sonar actif n'est quasiment plus utilisé. En effet, on utilise le sonar dit passif. Contrairement au sonar actif, il permet à l'émetteur de rester discret. Le principe du sonar passif est d'écouter les sons sans émettre. Ces sons sont détectés, analysés et suivis par toute une série d'hydrophones. Mais une difficulté apparaît, l'eau de mer est un milieu hétérogène. Les ondes ne sont pas réfractées partout pareil. Des études sont donc nécessaires pour mettre au point les hydrophones. Or en 1980, seuls les Russes ont travaillé sous ce milieu inconnu des Américains. Alors qu'il a d'abord eu un rôle offensif et tactique à la suite de Cuba, puis un rôle défensif et de seconde frappe à partir de la fin de la détente, le SNLE a été tout au long du conflit une arme de dissuasion, alors qu'il a cessé d'être une arme de combat pure dès le début de la détente. Il a été un des piliers de la destruction mutuelle assurée et a inspiré une crainte grandissante au fil des années. Qui aurait imaginé qu'un SNLE soviétique soit rentré dans la baie de New York? Qui aurait pu même avoir l'idée qu'une tentative de lancement de missiles nucléaires par le K-129 en 1968 a été avortée par une chance inespérable? Le SNLE est donc tout autant une arme de combat qu'une arme de dissuasion.